Ok, donc le titre Trop de pression, pas assez de temps, comment s'en sortir? Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? On a commencé par la petite reconnexion, la petite météo et la petite reconnexion. Et puis, on va avoir une première partie sur le partage de mes apprentissages par rapport à ça. D'abord le contexte. Les deux premiers points, le contexte, c'est le résumé du webinaire. J'ai fait un webinaire l'an passé sur une première partie. Cette fois-ci, c'est la suite. Pour ceux qui l'ont vécu l'an passé, ils ont eu voilà, quelque chose de plus complet, mais je vais quand même très rapidement rebalayer pour ceux qui n'étaient pas là, ou même ceux qui étaient là, peut-être ce sera utile pour eux aussi. Donc ces deux premiers points, c'est une reprise de là. Et puis je vais rentrer dans le point de cette fois-ci, qui est, avec ce que j'avais amené la fois passée, un retour vers le terrain de ma part et le constat d'un dilemme qui nous épuise, et rentrer plus en détail là-dedans. Et puis, on aura une conclusion et après, des questions-réponses. 20 minutes de questions-réponses avant de terminer par un temps de clôture. OK, on aura fini à 19 heures. Voilà ce que je vous propose. Alors, allons-y. La première chose, le contexte, c'est ce que j'ai nommé l'accélération du temps. Alors, on peut le résumer dans quelque chose une phrase assez courte. C'est que les journées de beaucoup d'entre nous ressemblent de plus en plus à des courses contre la montre, où chaque instant est consacré à une tâche précise qui doit être réalisée dans un temps limité. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, on est embêté en fin de journée parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait ou parce que ça a mangé sur d'autres choses. Et là, j'intègre tout, aussi bien l'aspect professionnel que l'aspect privé, que même les temps que je veux me donner à moi, enfin tout là-dedans. OK? On est de plus en plus dans quelque chose comme ça. Et ça va de plus en plus vite. Alors, j'avais parlé déjà l'an passé d'une de mes expériences. Il fut un temps où je prenais un jour par mois de solitude dans une cabane en pleine nature. Et j'avais toujours mille raisons de ne pas y aller. Mais en fait, j'avais constaté que les résultats de cette journée étaient énormes. Les raisons que j'avais de ne pas y aller, ça pouvait être, oui, j'ai 10 fois trop à faire, si je vais vraiment me mettre dans la merde, ou bien ça pouvait être, je suis vraiment pas dans un état pour aller faire ça, ou des tas d'autres choses, ou tout ensemble, enfin bon. Mais quand j'y allais, qu'est-ce que je constatais? Je constatais que je revenais avec les idées beaucoup plus claires, que j'avais des intuitions nouvelles, des idées, voilà, que j'avais une énergie renouvelée et renouvelable, que cette journée perdue, en tout cas c'est ce que je pensais avant, m'a toujours fait gagner du temps par après, et que j'avais plus de paix, j'étais plus en joie, j'étais plus capable d'accueillir, d'écouter les autres. Et c'est tellement vrai qu'à l'époque, mon fils Paolo, bon, qui maintenant a presque 30 ans, mais qui en avait 5, par exemple, un jour, il m'a dit, l'endroit où j'allais, ça s'appelle une pustigna, hein, c'est le nom de la petite cabane, et il m'a dit, papa, il est temps que tu ailles dans ta pustigna. Ça voulait bien dire ce que ça veut dire, que là, papa, il commençait à être sans doute un peu difficile, et que quand il revenait de là-bas, il y avait une différence. OK? Alors, je me suis posé les questions et j'ai pas mal cherché sur cette question du temps que moi j'ai vécu, mais aussi que je voyais dans tous les endroits où je travaille. Et j'ai trouvé des clés de compréhension de ce que j'avais vécu et des confirmations dans ce que les neurosciences ont découvert. La première chose, c'est que les neurosciences parlent de ce qu'on appelle la force du vide dans le cerveau. Notre cerveau ne s'arrête jamais. De nuit, il continue à fonctionner. Mais quand nous sommes inactifs, quand nous ne le focalisons pas sur quelque chose de précis, on est dans ce qu'ils appellent, dans ce que les scientifiques appellent le réseau neuronal du mode par défaut. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe que à ce moment-là, on est dans une pensée indépendante des stimuli dans le langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau n'est pas focalisé sur une chose précise, et quand on focalise sur une chose précise, il n'a accès qu'à une toute petite partie des ressources. Pour simplifier, je vais dire les ressources qui sont dans notre conscient et qui sont dans tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on sait. Alors que quand on passe dans ce mode réseau neuronal du mode par défaut, en fait, on a accès, et de nouveau, je vais simplifier, à beaucoup, beaucoup plus large que ça. On a accès à notre inconscient, mais au subconscient, à l'inconscient collectif, à ce que dans physique quantique, ils appellent le champ informationnel. En fait, notre cerveau va chercher beaucoup plus loin que
qu'il est limité quand nous nous focalisons sur quelque chose. Et donc, très important, nous n'arrêtons pas de passer d'une chose à l'autre en étant focalisés. Ben, en fait, on est très limité. On dit qu'on devrait créer un nouveau paradigme dans notre monde qui sinon va dans le mur, mais en fait, notre manière de vivre nous empêche de le faire. Ok. Deuxième chose dont les neurosciences parlent, c'est le muscle de l'effort. Alors, ça n'est pas qu'il y ait un muscle au sens physiologique du terme, mais c'est comme ça que les scientifiques, c'est une image qu'ils ont utilisée, et ils disent que, en fait, l'effort, tous les efforts qu'on produit, hein, euh, font appel, il y a comme un stock, il y a comme les muscles, ils ont une réserve musculaire, et quand vous l'avez utilisé, ben, il y a des crampes et vous pouvez même plus marcher. Eh ben, c'est la même chose pour l'effort. L'effort, il a un seul et même stock pour tous les types d'efforts, hein, que ce soit ne pas manger un paquet de frites parce que ça, ou faire un effort parce que mon enfant est ci, ou mon chef, ou bien je dois terminer un projet, tout ce que vous voulez, ok. Tous les efforts vont chercher dans le même stock, et ce stock a une quantité limitée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme c'est ça qui nous permet de réguler nos affects, donc nos émotions et tout, le contrôle de nos impulsions, nos performances, et aussi notre prise de décision, eh bien, plus le stock de réserve de notre effort baisse, plus ça devient difficile. Les scientifiques disent qu'à ce moment-là, on passe en pilote automatique low energy. Et le pilote automatique low energy, il simplifie énormément. De nouveau, on n'a accès qu'à une toute petite partie de ce que nous sommes. Il y a par exemple un psychiatre à succès aux États-Unis, il ne connaissait pas tout ça, mais quelqu'un qui a fait cette étude le connaissait, et il se demandait, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié à ça? La condition pour que les couples, c'est un psychiatre pour des couples, viennent chez lui, il y a une condition d'entrée, sinon vous allez chez quelqu'un d'autre, c'était que chacun rentre 1 heure et demie plus tôt du boulot, 1 heure ou 1 heure et demie. Ben voilà, 1 heure ou 1 heure et demie de muscle effort en moins, ça peut faire déjà une grosse différence. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous, par rapport à ça, à notre muscle effort et à cette question du vide dans le cerveau? Alors, venons maintenant au thème d'aujourd'hui, parce que tout ça, si vous voulez en savoir plus, non seulement j'ai écrit un article là-dessus, je vous enverrai les liens, mais il y a aussi la vidéo du webinaire de l'an passé. Donc, quand je suis retourné vers le terrain avec ces connaissances, avec tout ça, je me suis retrouvé à constater qu'on était tous pris dans un dilemme. Il y a deux évolutions parallèles dans notre culture d'aujourd'hui. La première, c'est un mouvement pour devenir plus soi-même. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, aller chez un psychologue ou un coach, c'était vu par beaucoup comme un signe de problème, de faiblesse ou une perte de temps, hein. Et quand je dis beaucoup, c'était majoritairement vu comme ça. En fait, et notre culture ne valorisait pas le développement personnel. Alors, depuis quelques décennies, il y a une série de phénomènes, hein, que ce soit dans les sciences sociales, les formations à ça et des tas d'autres choses qui ont permis de changer ça, mais aussi l'augmentation du mal-être, hein. Il suffit de parler du burn-out et beaucoup d'autres choses. Et ça a modifié petit à petit cet aspect de notre culture, qui maintenant est, bon, ces réalités diverses et cette évolution ont créé une vraie ouverture à être à l'écoute de notre corps, notamment à être à l'écoute de nos émotions, de nos besoins, à prendre du temps pour soi, à prendre du temps et prendre des moyens pour une relation vraie. Enfin voilà, tout cet ensemble de choses-là pour devenir plus nous-mêmes et aussi dans la relation avec les autres. C'est une évolution importante des dernières décennies. Et en même temps, on peut mettre en parallèle de ça ben, ce dont j'ai déjà parlé et que j'ai parlé nettement plus dans le webinaire précédent, qui est cette accélération du temps. Et malheureusement, ces deux évolutions, eh ben, elles créent ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Alors, une injonction paradoxale, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est que on nous dit, ben, le bon chemin, c'est à droite, le bon endroit, c'est tout droit, mais ça ne marche pas. Et en fait, une injonction paradoxale, on utilise aussi un autre mot dans le langage des psychologues, on dit que c'est une double contrainte. C'est quoi une injonction paradoxale ou une double contrainte? C'est un message qui comporte deux affirmations ou deux consignes qui sont incompatibles et qui s'opposent. Alors peut-être vous allez me dire, bah, en quoi ça s'oppose? Alors, en quoi ces chemins-là s'opposent et qu'est-ce qui se passe? Allez bien voilà, je vais vous dire, en tout cas c'est mon opinion. D'un côté, le côté de l'accélération du temps, hein.
De l'autre, ce que je mets de l'autre, ben, c'est le côté de prendre soin de moi, ok? Et de devenir plus moi-même. D'un côté, on est dans le faire. De l'autre, on est dans l'être. D'un côté, on est dans vite, rapide, il faut des résultats. Et dans l'autre, on est dans prendre le temps. D'un côté, on est dans l'efficacité. De l'autre, on est dans le prendre soin. D'un côté, on est dans le réaliser, il faut des résultats délivrés. Dans l'autre, on est plus dans l'écoute du corps, des émotions, des besoins. D'un côté, on est centré sur le résultat. De l'autre côté, on est centré sur le chemin ou le voyage. Le résultat ou la destination, on pourrait dire. De l'autre, sur le chemin, le voyage. D'un côté, on doit être conforme, à la hauteur, correspondre, hein, être dans les clous. De l'autre côté, on doit être soi. Et j'aurais pu continuer. OK? Alors, cette liste, elle est importante pour prendre conscience, mais elle est aussi importante pour une autre chose, c'est que ça peut être des indicateurs. Parfois, vous pouvez vous dire et ne pas voir clair, mais moi, je suis dans quoi là? Eh bien, vous pouvez prendre ces mots-là et il y en a peut-être vous dire, ah ben oui, je suis là-dedans, où suis-je? Hein. Et ça nous permet de vraiment apprendre à de mieux en mieux détecter dans quoi on est et la place de chacune de ces deux aspects dans notre vie. Alors, ça, cette double contrainte, cette injonction paradoxale, en tout cas, moi, j'ai trouvé trois conséquences à ça. La première conséquence, c'est au niveau personnel. Et je l'ai déjà un peu développé avec les deux colonnes-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là. Je vais simplement dire, ça c'est quand il y a des petites flèches, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh ben, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Sans diaboliser, c'est pas un côté qui est mauvais et l'autre qui est bon, hein, c'est pas, mais c'est apprendre comment je vais vivre avec ces deux côtés, comment je vais leur permettre de vivre ensemble. Donc, prendre conscience et nettoyer nos conditionnements. Alors, on a des tas de choses. On a d'abord des blessures de notre enfance. On a des croyances. On a des scénarios, des pilotes automatiques. On a des tas de choses qui font qu'on continue à fonctionner souvent dans la colonne de gauche, donc dans la colonne accélération du temps, pas nécessairement parce que c'est ce qu'on veut, mais c'est parce on est drivé, ils disent en anglais, on est conduit, il y a comme un conducteur interne qui va même plus vite que notre pensée, qui nous amène là, pour des tas de raisons. Okay. La deuxième chose qui se passe, c'est que souvent, on ne voit pas de solution. On dit oui, mais c'est bien gentil, moi je suis d'accord avec toi, Benoît et tout, mais il n'y a pas de solution, je ne peux pas faire autrement, je suis coincé. Alors, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de la solution ou de solution finale, mais chercher un premier pas est toujours possible. Par exemple, se fixer dans son agenda un rendez-vous régulier avec soi-même. Alors pour les uns, ça peut être petite balade en forêt, pour les autres, ils vont aller nager, d'autres, ils vont méditer, d'autres, je sais pas quoi, simplement. Mais ça peut être, et le premier pas, c'est pas nécessairement 3 heures, hein, ça peut être un quart d'heure. Hein. Donc, mais il y a toujours moyen de trouver un premier pas. OK? Donc ça, c'est par rapport à cette question, la conséquence de l'injonction paradoxale au niveau personnel. Alors, il y a une situation de plus en plus difficile à gérer en entreprise ou en organisation, donc association ou tout autre type d'organisation. Si je la résume, je pourrais dire que ce que j'entends souvent, moi, j'entends souvent les directions qui me disent, je dois de plus en plus m'occuper des problèmes de relations humaines et en gros derrière ça, et j'ai pas vraiment le temps parce qu'il y a tout le reste que je dois faire et il faut quand même, bon, ben, par exemple, l'entreprise, elle doit vivre, quoi. Et puis, bon. Ça, j'entends souvent du côté des directions. Et du côté des employés, j'entends souvent des mots comme manque d'écoute, manque d'espace de recul, manque de sens, pression, stress, essoufflement, je suis devenu un pompier, je fais plus les choses importantes, mais uniquement les choses urgentes. Voilà, des tas de choses comme ça. Et ça, c'est de plus en plus difficile à gérer et des deux côtés. Parce qu'il faut vous dire que la direction, elle a aussi souvent ces mêmes mots, ne fût-ce que par rapport à sa direction souvent ou à d'autres aspects, elle a aussi ces mots qu'on entend chez les employés, souvent en tout cas. Alors que faire de nouveau? La petite flèche. La première chose, c'est de ensemble mettre des mots. Donc, par exemple, j'ai l'exemple d'une directrice. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réuni, là c'était d'abord son équipe de direction,
et elle a mis des mots sur ce qu'elle vivait, et puis elle a proposé aux autres de mettre des mots. OK? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont élargi ça à d'autres groupes dans l'entreprise, et ils ont défini un cadre ensemble. Que faire? Donc, le cadre, c'est ce qui nous permet de mieux fonctionner ensemble. Et eux, c'est par exemple ce ils ont appelé ça un protocole RH, relations humaines. Et qu'est-ce qui se passe dans ce protocole? C'est qu'ils avaient défini, mais quand je vis quelque chose de difficile, à qui je peux aller en parler? Et ils ont créé aussi, il y avait des choses qui n'existaient pas. Du coup, par exemple, il y a plein de choses qui arrivaient directement chez elles, ils ne auraient pas dû arriver chez elles ou chez d'autres, ou d'autres choses qui tombaient dans les oubliettes. Ça avait été dit, mais personne ne le prenait, quoi. Et donc, ils ont vraiment créé quelque chose pour dire, voilà, comment est-ce qu'on gère différentes choses, hein, des demandes, des conflits, d'autres choses, ou avec qui, et ainsi de suite. OK? Donc voilà, mettre des mots et mettre un cadre. Alors la troisième situation où ça engendre aussi une conséquence, c'est la limitation de notre capacité à co-construire et à faire des réseaux dont on a tellement besoin aujourd'hui. Alors, moi, je travaille beaucoup en intelligence collective et souvent, après les sessions d'intelligence collective, il y a eu non seulement des idées très chouettes, des pistes concrètes de travail, des groupes de travail qui se sont constitués, une énergie, les gens sont avec beaucoup plus d'énergie, une énergie assez rayonnante, enthousiaste, hein. Et malgré ça, et même dans les choses qui ont été vraiment participatives d'un bout à l'autre, les problèmes sont sortis en lien avec tout le monde, la priorisation était faite, tout le monde, les groupes de travail, tout le monde pouvait y participer ou pas suivant ce qu'il voulait. Eh bien, malheureusement, il y a trop peu d'idées et de projets qui aboutissent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai notamment écrit un article là-dessus, même deux. Vous pouvez trouver sur le blog ça. Mais voilà, c'est un problème et c'est entre autres dû à ce problème d'accélération du temps. Je vais prendre un exemple parmi les différents qui arrivent. Par exemple, on peut se retrouver avec un groupe de travail où en fait tous les gens étaient hyper motivés et le sont toujours à faire évoluer ça. Sauf que tout le monde est dépassé. Et sauf que, par exemple, dans le groupe, il y a pas eu, il y a pas quelqu'un qui est porteur. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se sent responsable et qui s'est proposé pour être responsable. Et donc, tout le monde attend que les autres le fassent. Eh ben, ces groupes-là, ils n'avancent pas beaucoup, sauf s'il y a quelqu'un qui vient leur rappeler, vous en êtes où est le délai. Et souvent, les solutions qui sortent de ces groupes-là sont moins puissantes, sont moins innovantes que d'autres groupes qui. Alors, que faire? La première chose, c'est d'en prendre conscience et de faire des choix délibérés et de mettre un cadre clair. Alors, je prends de nouveau des exemples pour être très concret, pas rester général. Par exemple, à un endroit, ils ont dit, bah, on ne commence pas de nouveaux projets avant d'avoir terminé le ou les précédents. Voilà, ça c'est un cadre clair, une conscience, en disant, même si c'est essentiel, hein, même si c'est dans nos vies, parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, mais on ne peut pas ne pas faire ça, parce que oui, mais dans nos vies, on a plein de besoins, je parle individuellement, qui sont fondamentaux et pourtant, on ne les fait pas. On ne leur donne pas du temps, on ne les fait pas. Ne fût-ce que celui parfois de prendre soin de soi, d'autres choses. Eh ben, dans une entreprise ou un groupe, on doit aussi accepter que c'est comme ça. On ne sait pas, même si c'est essentiel, important et tout, si on n'a pas les ressources pour le faire, eh ben voilà, on va attendre, on ne va pas le faire tout de suite, mais on ne va pas se mettre dans un truc où il y a plein de projets démarrés et en fait aucun qui se termine. Okay, et puis les gens qui se découragent parce que, bon, hein. Ou bien une autre chose, dans d'autres endroits, c'est de dire, OK, les projets sont terminés, il y a quelque chose d'essentiel, il y a même des gens qui veulent bien faire partie du groupe de travail, mais il n'y a personne qui se propose pour être porteur. Eh ben, on ne le fait pas. Parce que c'est ce qu'on appelle, il y a aussi les principes sources, certains d'entre vous connaissent, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il n'y a pas de source dans le groupe, ben, il manque une ressource, il manque la source, eh ben, on ne le fait pas. Voilà, ça, ce sont toutes des choix délibérés et des cadres clairs, mais qui amènent, parce qu'ici, je dis ce qu'on ne fait pas, mais surtout, ça amène à ce que ce qu'on fait, on le fait. Et ça fait vraiment avancer et ça a des résultats. OK? Donc voilà. Autre chose qui est, et on voit à ce moment-là toute la puissance du travail collectif et de ce qu'on est capable de faire avancer ensemble. Et ça, évidemment, ça donne de l'énergie. Donc voilà, les trois conséquences.
Alors, revenons des étapes pour transformer ma relation au temps. J'en ai identifié, je crois, trois ici, si je ne m'abuse. La première, c'est de se retirer pour prendre soin de ma relation au temps. J'ai appelé ça dans un de mes articles, prendre une golden pause, une pause en or. Il y a un paradoxe très fort. Quand on parle de ce sujet dont je vous parle, hein, et de manière plus large autour de nous, la grande majorité des gens nous réagissent en nous disant, mais moi, c'est tout à fait ça, moi, c'est ce que je vis, moi. On a créé une session, j'en parlerai après, qui est une session seulement de 2 jours, c'est pas beaucoup 2 jours. Eh bien, le grand paradoxe, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disent, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin, c'est ce que je vis, mais en même temps, ils n'ont pas le temps de prendre 2 jours pour prendre soin de leur temps, de ça, de leur relation au temps. Et voilà, c'est vraiment, on est là-dedans et on est là-dedans à un tel point. Mais alors, je ne dis pas qu'il faut faire la session et les 2 jours, mais déjà, comment est-ce que vous commencez dans votre vie de tous les jours? Ne fût-ce que par des tout petits temps. Ok. Euh, Comme je disais, par exemple, dans ma pratique, dans tous les endroits où je travaille, que ce soit pour un coaching, que ce soit pour une réunion, que ce soit en intelligence collective, eh ben, en début de réunion, on prend toujours le temps d'une météo et d'une reconnexion. Voilà, c'est un petit arrêt qui arrête ce flux du temps, ce flux à fond de balle dans lequel, et qui nous fait revenir à, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Deuxième chose, c'est que la question de ma relation au temps, c'est comme un escalier. Si vous voulez direct avoir tout solutionné, bah, vous allez vous arrêter et vous décourager. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre marche par marche. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je décide et je le fais. Et puis une autre chose, et puis une autre chose. C'est vraiment quelque chose, marche par marche, et aussi à persévérer. Donc, c'est pas parce que j'ai fait une marche, ben non, je suis pas en haut de l'escalier. Ben, c'est normal, j'ai fait une marche. OK? Donc, continue, prends la suivante, quoi. OK? Et puis la dernière chose, c'est que, ce que nous, on a constaté dans nos vies, d'abord Ariane et moi, mais qu'on a aussi constaté avec les gens qu'on accompagne, c'est qu'il y a aussi, il peut y avoir à un moment un changement assez spectaculaire. Ariane et moi, on l'a vécu, et plusieurs personnes que j'accompagne l'ont vécu. Et en fait, on a remarqué que c'était toujours lié à un déclic intérieur, sur une chose qui en même temps peut paraître évidente, que la plupart d'entre nous le savaient au niveau mental avant, mais à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé, pas seulement au niveau mental, mais j'ai envie de dire au niveau de toutes nos cellules, au niveau de notre être complet, et qui fait qu'il y a un avant et un après. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce déclic? Je vais vous prendre trois, quatre exemples très rapidement. Alors mon déclic à moi, il est lié à ce qu'on appelle le temps long. Alors, j'avais fait ça s'appelle la marche du temps long. C'est quelque chose où ça dépend si on l'a fait par rapport à la naissance de la vie dans l'univers, c'est il y a 4 milliards 300 millions d'années, et puis la naissance de l'univers, c'est 13 milliards 400 millions d'années, si je ne me trompe. Et en fait, on fait une marche, soit de 4,3 km si on fait par rapport à la vie, soit de 13,4 km si on fait par rapport à la naissance du cosmos, de l'univers, et on s'arrête régulièrement et donc est commenter toute l'évolution de ça. Et moi, quand j'ai fait ça, ça a été pour moi, alors oui, je savais déjà que l'apparition de l'homme, c'est rien ou deux fois rien là-dedans, mais alors si on prend en plus, je sais pas, notre évolution industrielle ou même les petites choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui et tout ça, moi, personnellement, chez moi, Benoît, ça a provoqué quelque chose qui a changé ma relation au temps, qui m'aide à redevenir souverain dans ma relation au temps. Ariane, ma femme, c'est dans la relation au vivant. Elle a fait une formation en éco-psychologie au vivant autre qu'humain. Et dans ces 2 ans de formation, ils étaient énormément, c'est plus expérientiel, mais envoyés dans des tas d'expériences avec les vivants autres qu'humains. Là aussi, il y a une autre notion du temps, un autre vécu du temps. Et elle, il y a eu un déclic en lien avec ça, et sa relation au temps est plus la même qu'avant. Une des personnes que j'accompagne, un des directeurs que j'accompagne en coaching, lui, c'est quelqu'un qui est aussi assez engagé au niveau écologie et tout, et donc quelque chose qu'il savait, hein, mais un jour, ça a fait un jour, un mot, j'ai dû le dire à un moment, et que le temps était une ressource limitée. Mentalement, il le savait, mais lui, bah, ressources limitées comme le pétrole, tous les minéraux, enfin tout ce qu'on est en train de dilapider. Et à un moment, c'était de se rendre compte que voilà, le temps,
Après, il a été même plus loin, ressources limitées, mais en plus une ressource renouvelable et en plus une ressource équitable. On a tous la même chose. Et chez lui, cette conscience, mais globale, ça a tout changé dans sa relation au temps. Il y a un avant, un après. Pareil, quelqu'un d'autre, c'est plus par rapport à l'impermanence. Le fait que tout change. Aujourd'hui, je suis là-dedans, il y a tel problème et tout, mais demain, ce sera autre chose. Enfin, demain ou dans une semaine ou dans un mois. Donc voilà, le déclic, alors il y a des petits déclics, mais il y a le gros déclic. Il y a vraiment un avant et un après. Bah, il est différent. Là, je vous en ai déjà cité quatre différents. On ne sait pas exactement quand ni d'où il viendra. Mais en tout cas, moi, je l'ai constaté de nombreuses fois dans ce qui est là. Alors, quand on a fait ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de nettoyer nos conditionnements. J'en parlais avant des conditionnements, très clairement. Et ça permet de récupérer notre souveraineté par rapport au temps, de vraiment être dans quelque chose où je suis plus entraîné par mes pilotes automatiques et tout ce qui me conditionne là-dedans, mais en fait, je redeviens, oui, le souverain, le roi, c'est moi qui décide par rapport à mon temps et qui décide en fonction de qui je suis vraiment. Ok. Et ça ne m'est plus difficile, ça. C'est quelque chose qui est devenu comme naturel. Alors, je vous ai dit qu'on a créé une session de 2 jours euh, où en fait on propose, ça s'appelle du stress à la sérénité, une nouvelle expérience du temps. On propose toute une série d'expériences dans différents domaines, certains que j'ai, mais c'est expérientiel et en fait le but c'est d'espérer que chacun ait un ou des déclics, au moins des petits déclics, peut-être le gros déclic, ok, mais c'est de permettre de vivre des tas de choses par rapport au temps. Qu'en disent ceux qui l'ont vécu? Alors, par exemple, hein, quelqu'un, on dit, ben voilà, c'est 2 journées d'expérience immersive sur le thème du temps. Prendre du temps pour cela est pour moi pas banal, moi qui suis souvent coincé par le temps. J'en ressors transformé, retourné, trituré, infiniment apaisé. Quelqu'un d'autre, vous avez plus de témoignages sur notre site. Hein. En arrivant à cette session, j'angoissais à l'idée de perdre 2 journées d'activité pour travailler sur le temps. Je sors d'ici apaisé sur ma capacité individuelle et collective à vivre le temps qu'il nous reste. Voilà 2 exemples. Donc, bienvenue, si vous le désirez, pour vivre cette expérience immersive et transformatrice. Il y a 3 sessions prévues, dont la première vient assez rapidement en avril, puis à juin, et puis on a une autre un jour en juin et un jour en mai. Il y a cette session-là sur le temps. Il y a une autre session aussi cet été qui est une occasion de faire un autre bond en avant. C'est une session qu'on donne depuis plusieurs années, qu'on a appelée Tremplin pour vos relations et votre autorité. C'est lié à des outils qu'on a développé, un tableau de bord de la relation non violente. Ça, on appelle ça comme ça dans le non marchand. Et en entreprise, on appelle ça le tableau de bord du management humain durable. Et de nouveau, je vais venir plutôt à des choses de qu'est-ce qu'en disent ceux qui l'ont vécu. Alors voilà une première personne. J'ai participé à un moment très dynamisant de vie partagée en groupe. J'ai reçu les moyens de prendre un nouveau point de vue dans une situation qui paraissait insoluble, grâce à des outils concrets que nous avons pratiqués chacun au moins une fois. Quelqu'un qui complète par rapport à ces outils, il parlait aussi des outils concrets, il dit, ils permettent de mieux se préparer et de créer un climat de confiance qui devient une ressource inépuisable pour les jours et les semaines qui viennent. On a besoin d'énergie et pas d'épuisement dans le cadre du travail. Et la vie privée aussi. Mais là, il parlait de ça. Et une troisième personne qui dit, je suis transformé. Je voulais apporter un nouveau souffle dans ma famille et mon équipe. Donc ça, c'est au niveau professionnel. J'ai eu l'occasion d'y expérimenter ce que nous avions travaillé et j'en retire des fruits tellement énormes. Alors voilà, je suis à l'heure, il est 34. Ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions et je vous propose de les poser sur le chat. Donc, ce n'est pas possible aussi pour que si c'est verbalement, ça va être très difficile. Donc, vous allez dans le chat et vous m'écrivez je vais retirer pour le moment, là, on y reviendra à la fin. Vous m'écrivez vos questions et je ne dis pas que je pourrai répondre à tout, mais quand je peux répondre, je le ferai et comme ça, je peux prendre aussi plusieurs idées. OK? Donc, j'attends vos questions sur le chat.
Oui, bonne fin de journée, Olivier. Pour l'instant, il n'y a pas de question encore. Il y a juste Olivier qui disait qu'il devait partir et qui me remercie. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, ça n'existe pas. Il n'y a que des mauvaises réponses. Et puis, il y a des questions auxquelles il n'y a peut-être pas de réponse, mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Je me demande qu'est-ce que tu entends dans le mot autorité. Alors, c'est intéressant. Le mot autorité, en fait, c'est pas seulement l'autorité d'un responsable d'équipe ou d'un chef ou d'un parent. Nous avons tous une autorité. Nous avons tous, et nous l'exerçons ou nous l'exerçons pas. Une autorité, c'est pas un pouvoir. Un pouvoir, c'est quelque chose qui est confié par, bah, en général, un pouvoir supérieur. Une autorité, c'est en fait comment est-ce que nous nous situons. Donc, je vais revenir un peu avant. Ça fait référence au cadre. Le cadre, c'est un des deux pieds de la non-violence active. Donc, il y a le respect du cadre et le respect des personnes. Et le cadre, c'est ce qui nous permet de vivre en groupe, de faire quelque chose en groupe. Si je vous dis on fait un jeu de ballon, mais que je ne vous dis pas lequel, ça ne va pas marcher. S'il n'y avait pas de code de la route, vous hésiterez tous à prendre votre voiture. OK? Le cadre, ça nous met en liberté et en sécurité. Mais quand un cadre n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans notre société, c'est souvent uniquement les policiers, le chef, le papa, la maman qui sont responsables. Mais ça, c'est une vision, à mon idée, complètement dysfonctionnante. Par contre, voilà, qu'est-ce que nous faisons et comment est-ce que nous sommes responsables, comment est-ce que nous exerçons notre autorité? Donc, bien sûr, et comment l'exercer de manière non violente, ok? Donc, de manière qui construit. La violence détruit, la non-violence construit. Et donc, ce qu'il y a par rapport à ça, bien sûr, si on est responsable d'une équipe ou en tant que parent, bien sûr que là, il y a aussi une autorité, mais pas que. Mais pas que. Donc, je voulais juste élargir. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, donc je descends. Malgré des prises de conscience Malgré des prises de distance en conscience et régulières, de multiples pressions, contraintes viennent de l'extérieur de soi. Comment réajuster en permanence et faire prendre conscience à l'autre qui ne voit que sa demande, souvent bien individuelle? Oui, alors c'est pas nécessairement facile. J'ai pas dit que parce qu'on avait fait l'évolution et même le grand déclic, que du coup tout était facile, hein. J'ai pas dit ça. Mais ça peut produire des résultats étonnants. À la session, il y a notamment le témoignage, je l'ai enregistré pour finir parce qu'il ne peut pas venir à chaque session, d'un des dirigeants qui a complètement changé. Il n'est pas le principal dirigeant, il est dans le comité de direction, mais notamment c'est une société, une grosse PME, mais qui appartient à deux personnes. Et il travaille en intelligence collective, donc logiquement, une des choses, c'est qu'ils sont censés terminer à l'heure les réunions, même s'ils n'ont pas fini tous les points qu'ils devaient faire. Quand moi j'animais, il le faisait. Depuis lors, il ne le faisait pas. Et ben, quand cette personne a eu son déclic par rapport au temps, il a décidé que lui, je ne sais plus, 5 ou 10 minutes avant la fin de la réunion, il allait prévenir que dans 5 ou 10 minutes, il s'en allait. Sinon, il mettait tout le reste de sa journée et de son rapport au temps et sa souveraineté en l'air. Et donc, il a commencé à le faire. Au début, il y en a qui quelque part étaient contents et ne le soutenaient pas devant tout le monde, mais ils venaient lui dire en dehors. Et il y en a qui n'étaient pas contents, dont un des patrons et qui était assez frustré. Mais lui, il a tenu bon. Et ce qui m'a fort frappé, c'est que là, pas toujours, mais il suffit parfois qu'une seule personne change pour que ça change pour tout le monde. Maintenant, les réunions terminent tout à l'heure, grâce à cette personne qui a tout changé. OK? J'ai pas dit que ça a été facile. Et pour lui, et on a travaillé ça, il est revenu à un coaching à un moment et il était à moitié effondré parce qu'effectivement, il s'est pris de certaines personnes des réactions désagréables. OK. Mais de nouveau, un permanent changement, tout ce qu'il y a derrière, là, maintenant, tout le monde lui est reconnaissant. Et ça a complètement changé. Donc voilà, c'est pas nécessairement simple, mais voilà. OK? En tout cas, ça peut vraiment évoluer et ça ne veut pas dire. Comment peut-on apprendre à se contrôler pour dégager du temps pour soi-même? Alors,
Je crois que une des choses qui peut aider là-dedans, c'est de créer des rituels. En fait, les rituels, c'est quelque chose qu'on a décidé une fois. Vous décidez pas tous les jours de vous laver les dents. Vous le faites. Et donc, il faut ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les neurosciences ont très bien montré les différents cerveaux. Et en fait, le cerveau des automatismes, des rituels, il est beaucoup plus rapide que notamment celui de la réflexion et il prend beaucoup moins d'énergie et c'est pas remis en question chaque fois. Et donc, au début, moi, je dis toujours, il ne faut pas se créer des rituels trop. Si vous avez jamais réussi à le faire, et que vous dites, je vais prendre une journée ou une demi-journée par semaine pour moi, mais non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si vous dites, je prends 2 fois une demi-heure ou une fois une demi-heure et quoi, et que vous vous y tenez, hein, et que ça devient un rituel, et que vous voyez, moi par rapport à ma journée, c'est beaucoup une journée, mais ma journée, une fois que j'avais vu ce que ça m'apportait, eh ben, quoi qu'il y ait comme empêchement, bon, il y aurait une force majeure, oui, ok, mais quoi qu'il y ait comme empêchement, je le faisais. Et c'est parce que vous allez découvrir qu'est-ce que ça vous apporte ça, après ça deviendra facile, quoi. Ok? Alors, merci. On a un stock limité. Comment réglementer le muscle de l'effort? Ben, d'abord en apprenant, en prenant conscience qu'il est là et en faisant pas comme si justement il n'était pas là et en continuant quand il est à bout et en pouvant notamment nommer avec les gens où on est. Ben là, moi, je suis plus en condition de continuer telle discussion, telle réunion, tel travail, tel autre, hein. Et par contre, si je laisse à ce moment-là et que je reprends après avoir, par exemple le lendemain, ou après avoir remis du carburant dans mon muscle de l'effort, ça va aller 10 fois plus vite. Aussi, le fait de laisser les vides, hein, quand je disais le vide dans le cerveau, en fait, bien souvent, quand on fait ça, on a des trucs qu'on ne voyait pas avant et qui nous sont apparus là. Euh, et qui facilitent tout. J'ai une illustration très forte avec Paolo, notre fils, donc il fait un doctorat, il a fini, et notamment c'est pour un programme qui allez, enregistre toutes les sortes d'énergie en temps réel et pour permettre d'optimiser par rapport à, par exemple, le CO2 ou les minerais ou d'autres choses, et lui développer ça pour l'Europe. Mais c'est un programme qui a des millions de variables, ok? Et donc, à un moment, il y a eu un bug. Et un bug que personne, pas les profs, les gens, les autres, enfin, parce qu'ils sont beaucoup à travailler là-dessus, personne n'avait d'idée de ce qui se passait. Donc, peut-être son doctorat aurait dû s'arrêter sur les données jusque-là et que le programme n'était plus utilisable. Il se fait qu'il partait en vacances et dans un truc qu'il aime beaucoup et qu'il a complètement même oublié qu'il y avait ce truc-là au boulot. OK? Pendant 9 jours, les 2 week-ends et le truc. Quand il est revenu le lundi matin, le premier truc qu'il a fait, c'était le bug qui était libéré. Paf! Mais vraiment le truc, et il me disait, j'y aurais jamais pensé. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Donc voilà, ça c'est un exemple très extrême. Mais il y a plein d'exemples beaucoup plus petits. Donc voilà, moi je dirais vraiment se responsabiliser de notre muscle effort, oui, mais c'est de nouveau un chemin, hein. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui est baguette magique, hein. Ça n'existe pas dans le fonctionnement de l'être humain, hein. Alors, trop peu d'idées aboutissent, même quand l'intelligence collective, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire, j'ai tout un article là-dessus, même deux sur le blog. Donc ça. Alors, je suis présent et j'utilise. Ok, oui, je me trompe. Comment l'augmenter? Comment remettre du carburant? Alors, bah, comment remettre du carburant dans le muscle effort? Eh bien, c'est entre autres en arrêtant de pomper dedans. Il n'y a pas d'autre. Et en faisant des choses qui me. Alors, il y a des tas de choses différentes pour chacun, hein, comme je disais. Ça peut être dormir, mais ça peut être prendre un bon bain, ça peut être aller faire du sport. Pour les uns, ça peut être marcher, ça peut être méditer, ça peut être plein de choses. OK? Ça peut être lire un bon livre. Mais voilà, je dois vous laisser. OK. Merci Benoît pour cette mise en perspective du temps. OK, bah là je suis en tout cas aux questions qui ont été posées. Je crois que je suis pour le moment au bout des questions, donc il y en a peut-être encore. Euh, il nous reste encore un bon 5-10 minutes maximum pour les questions. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ou si je n'ai pas suffisamment, parce que j'ai évidemment interprété vos questions,
et peut-être que j'ai pas vraiment répondu à ce que vous me demandiez. Donc, si j'ai pas bien répondu à ce que vous me demandez, essayez de me repréciser votre question pour que j'approfondisse ma réponse dans le sens qui vous est précieux. Ah, en voilà une. Par rapport au tableau à deux colonnes, le but est de les faire communiquer, je pense. Tout à fait. Il n'est pas question de se dire qu'on pourrait vivre que dans une colonne, ou bien vous devenez ermite et je sais pas quoi, mais ou sinon, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la colonne de droite soit envahie aussi par celle de gauche? Ben, celle de gauche, c'est celle de l'accélération du temps, celle de droite, c'est celle du prendre soin de quelque part. Oui, il y a plus qu'un risque. Je dirais que dans notre société actuelle, la toute grosse majorité des personnes, la toute grosse, bah oui, la colonne de gauche prend toute la place, ou presque toute la place. OK? Donc oui, il y a plus qu'un risque, mais c'est malheureusement une réalité pour beaucoup trop de personnes. OK? Mais de nouveau, plus on, je ne sais pas si vous savez le processus d'apprentissage. D'ailleurs, j'avais une slide là-dessus. Je pourrais peut-être vite aller. Ah, mais non, je vais pas voir. Le processus d'apprentissage ou d'évolution de l'être humain, puisqu'il n'y a pas de question, je peux parler de ça rapidement. Ah, peut-être qu'il y a une question. Attends. Les entreprises doivent faire des réductions de coûts et ils n'ont pas assez de personnel pour traiter toutes les tâches et les personnes tombent en burn-out. Oui. Alors, en même temps, dans les entreprises, c'est vrai, dans le fonctionnement qui est le fonctionnement traditionnel qui est là, et en même temps, en tout cas, moi j'accompagne quand même plusieurs entreprises. Euh, Souvent, quand on parvient à vraiment, non seulement dans ce respect de l'être humain et aussi de ces dimensions que je parle par rapport au temps, mais aussi dans la manière de fonctionner ensemble, de mettre des cadres, de mettre des priorités, on ne fait pas, de voir, il y a plein de choses inutiles qu'on fait dans toutes les entreprises, plein, OK? Et donc qu'on décide de recentrer tout ça, c'est pas une fatalité. Il y a aussi des formations pour, enfin, des choses pour vraiment. Donc, moi, je pense que oui, c'est vrai. Malheureusement, dans le mode de fonctionnement traditionnel, et effectivement, dans le mode de fonctionnement traditionnel, on voit parfois il y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. C'est comme un espèce de problème insoluble. Mais en fait, là, c'est là que une autre façon de regarder ça et de fonctionner peut amener, là où on croit qu'il n'y a pas de solution, effectivement, des solutions. OK. Comment peut-on apprendre à apprécier, passer du temps seul plutôt qu'avec les autres? Je suis quelqu'un de sociable, j'aime beaucoup être avec les autres, mais j'ai du mal à être seul. Ça me fait peur parfois. J'ai du mal à avoir des échanges avec moi-même, à profiter de ces moments. Quand je suis seul, je pense souvent à ce que les autres pourraient penser si je donnais l'impression de quelqu'un de non social. Merci. Je ne sais pas qui a mis ça, mais merci. Euh, oui, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Il y a aussi beaucoup dans notre société qui vivent aussi. En fait, on est tellement habitué à faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais plus? La peur du vide, quelque part, la peur du non-faire. Et donc, oui, c'est une réalité. De nouveau, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est. Ce qui est génial, c'est d'en être conscient. Le premier pas de l'évolution et de l'apprentissage, c'est la conscientisation. C'est le début. C'est insuffisant. Donc, si c'est la conscientisation, c'est plutôt mental et c'est insuffisant pour changer les choses dans le réel, mais c'est le premier pas. Euh, et donc, après, comment faire ça? Moi, je crois que c'est important de se donner des moyens, de peut-être pas le faire que seul. Je prends un exemple, il n'y a pas du tout que dans notre session de 2 jours, il y a plein d'endroits où vous pouvez faire ça, il y a plein de sessions, de retraites, de choses, mais où vous allez avoir des moyens qui vous seront donnés. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider, vous guider, vous donner dans la session de 2 jours.
Ben, il y a des expériences aussi seules, mais on ne vous lâche pas, vous partez tout seul comme ça. On vous donne des pistes pour vivre ce temps seul, des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et effectivement, voilà, je crois que prendre des moyens, trouver des choses. Alors ça, je peux pas en parler maintenant, mais moi, il y a plein de moyens qui me donnent énormément envie là-dedans. Mais que, bon, allez, ça fait plus de, ouais, ça fait plus de 40 ans que je prends ce genre de temps. Donc forcément, j'en ai découvert au fur et à mesure des tas. Voilà. Est-ce que dans ces moments d'arrêt dans la journée, n'est-on pas aidé quand on fait confiance à une dimension supérieure? Tout à fait. Alors, je crois que c'est clair que euh, la dimension spirituelle, la dimension supérieure, que chacun peut vivre de manière différente, hein, et suivant, c'est clair que c'est une force. Et c'est clair que c'est quelque chose qui peut vraiment aider dans ces moments-là. Euh, voilà. Pour les uns, ce sera la méditation, pour l'autre, la prière, pour d'autres, le lien avec la nature et avec d'autres. Mais tout à fait. Oui, ça, c'est, si c'est pas une théorie, si c'est quelque chose de vécu, oui. En tout cas, moi, personnellement, dans ma vie, c'est très réel. Oui. C'est très, très clair. À quel point, c'est la dernière que je prends, le contenu accessible via un smartphone nous empêche d'être avec nous-mêmes et nous enferme dans cette colonne de gauche, rapide, ne pas prendre le temps et tout ça. As-tu des conseils sans se couper de son smartphone? Alors oui, les smartphones ont de manière participé à l'accélération du temps d'une manière dingue. Pour tous ceux d'entre nous qui ont vécu où on n'avait que les téléphones fixes, par exemple, mais maintenant, non, on est tous touchables en temps réel et pas seulement ça. On sait faire n'importe quelle recherche sur Internet, on va avoir tout ce qu'on veut comme information. En plus, on reçoit même produire des choses pour vous dire qu'il y a une session. Pour les gens qui animent les sessions ou pour les gens qui produisent des vidéos, quoi, ça devient. Parce qu'il y en a tellement, il y a une telle multiplication d'informations, de sollicitations, c'est terrible. Et maintenant, ça va encore aller plus vite avec l'intelligence artificielle. Donc, oui, c'est un vrai problème qui participe à ça. Il n'y a pas qu'un problème hein, dans les smartphones et dans les. Mais vu à travers ce côté-là, ça pose une vraie difficulté. Alors, de nouveau, par rapport à là, comment est-ce que vous redevenez souverain par rapport à votre smartphone? Je vais prendre mon exemple pour parler de moi. Moi, par exemple, quand je suis en clientèle, par exemple, si je suis pour une journée, que ce soit de formation, animation, coaching, n'importe quoi là-bas, je ferme mon smartphone du matin au soir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu que si je le laisse ouvert, si je vais voir à la pause, je peux avoir des trucs qui débarquent au milieu de ma journée et qui viennent me créer une toute grosse interférence, pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Et en fait, je suis plus vraiment là où je suis beaucoup moins présent avec les personnes avec qui je suis, au service duquel je suis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pas y avoir mort d'homme hein, et ça va pas être une catastrophe hein? Avant, on n'était pas touchable. J'ai jamais eu de problème en lien avec ça. J'ai parfois eu une personne qui m'a fait une réflexion et il a eu difficile de ne pas pouvoir me joindre tout de suite. Ok, j'ai pu accueillir ce qu'il a ou elle a vécu, mais c'est pas la fin du monde. Hein. La même chose par rapport aux vacances. Hein. Un dirigeant qui ne partait pas en vacances parce qu'il se sentait tellement. Non seulement il est parti en vacances, mais en plus, il a décidé, il a dit à tous toute son équipe hein, de ne le contacter qu'en cas d'urgence, alors qu'avant, même lui téléphonait et les autres n'arrêtaient pas de lui demander s'il pouvait faire ci et ça. Et il a dit il allait pas ouvrir ses mails et qu'il allait ouvrir que ses SMS et son WhatsApp une fois à telle heure en fin de journée. Il l'a fait, il n'a pas eu ni de SMS ni de WhatsApp sur la semaine. Il est revenu, il avait un peu peur. Et même il y a certains jours où il sait, bon, il y a quand même tout un conditionnement, mais il m'a dit après, mais quelle joie et quelle fierté des autres et comment, et c'est fabuleux ce qu'ils ont fait la semaine. Et lui, il dit, mais j'ai jamais vécu de ça de ma vie. Donc voilà, c'est à chacun, alors j'ai pas dit, faites comme lui. Chacun doit faire selon ce qu'il se sent capable de faire et pas mettre la barre trop haut. OK? Donc voilà, c'était la dernière question auquel je répondais. Euh, je vais maintenant remettre le partage et on va aller, puisqu'il nous reste 5 minutes,
On va aller à la clôture. Alors, pour la clôture, ce que je veux vous proposer, c'est en terminant ce webinaire, je vous propose à chacun, chacune de choisir un ou deux mots, maximum une phrase courte, mais pour bien faire un ou deux mots, qui vous viennent à l'esprit en terminant ce temps qu'on vient de passer ensemble. Prenez le temps de les accueillir en vous, les laisser monter ou descendre, ou surgir, comme vous voulez. Et je vous propose de les mettre, donc des mots qui expriment votre vécu, et je vous propose, ou ce que vous retirez de ceci, de les écrire dans le chat. Comme ça, on pourra tous les voir. Et je vous propose que ce soit notre façon, c'est assez difficile avec le nombre qu'on est de pouvoir verbalement faire ça. C'est une des limites de ce genre de webinaire où on est nombreux. Mais donc, je vous propose de les mettre et on va pouvoir les lire. Et je vous souhaite une très bonne route et à bientôt, j'espère. En tout cas, je serai très heureux de pouvoir partager plus en profondeur et en ces choses-là que vous l'avez vu, qui me donnent vie. Ça, c'est indéniable. Vous l'avez senti. Voilà.